Bonsoir, mesdames et messieurs. Pour la énième fois, nous recevons à Kinshasa un grand maman africain, qu'on sait très bien, qui a travaillé avec Cheikh Anta Diop. Il s'agit de Théophile Obenga, qui est du village de Congo-Brazzaville, au parler du pays, parce qu'il est panafricain. Il est de passage à Kinshasa. On a profité de cette occasion pour nous faire parler de la situation, du Congo et de l'Afrique. Et de l'Afrique parce qu'il a beaucoup plus sur l'Afrique. Il est parmi ceux qui estiment qu'il faut que l'Afrique soit debout. L'Afrique reprenne sa place. Et surtout que les Africains et la diaspora noire sont aussi à la hauteur des enjeux géopolitiques. Et pour cela, il faut des hommes, des aliénés, des hommes qui vont changer l'imaginaire et qui ont conscience dans leur histoire, mais qui ont aussi confiance en eux-mêmes. Et on fait bien passer tout ce stade au service de l'Afrique, comme Cheikh Anta Diop. Bonjour professeur. Bonjour Freddy, oui. Prof, qu'est-ce que vous amène encore à Kinshasa cette fois-ci? Oui, j'ai été invité à Kinshasa par l'église, l'université catholique du Congo. Ils fêtent leur anniversaire de 60 ans. Et ils ont eu l'amitié de m'inviter pour faire une conférence qu'on a faite hier à leur université. Et donc je tenais à les remercier encore officiellement, publiquement, de leur aimable invitation. Il y avait le président du conseil d'administration, Monseigneur Fulgence. Il y a eu le recteur, l'abbé Santédi, et puis tous leurs collaborateurs. L'accueil était merveilleux. Il y a eu de belles homélies, on a beaucoup travaillé, on a fait une conférence, on a discuté et vraiment c'était très convivial. Ils célèbrent leurs 60 ans. Donc c'est une université qui a fait ses preuves en théologie africaine et en philosophie et qui a une réputation internationale. Donc j'étais heureux d'être ici, de participer à ça. C'est la raison d'être de mon séjour ici à Kinshasa, encore une ville que j'affectionne beaucoup, qui est aussi notre ville. Et le prof vous avez à Kinshasa et juste après la situation du nouveau président, c'est qu'il en tant que panafricain, comment voyez-vous l'arrivée du nouveau pouvoir, du nouveau régime, du nouveau président, des élections? Oui, ça dit que c'est assez difficile de juger étant à l'extérieur, mais je dois dire au point de vue général, quand les élections en Afrique, le monde entier s'attend à ce qu'il y ait des palabres, à ce qu'il y ait du sang, à ce qu'il y ait des émeutes, à ce qu'il y ait des mouvements de tuerie. Or, la RDC a montré qu'il n'y a pas eu tout cela. Ça s'est passé bien sûr normalement, sans violence. Ça s'est passé, bien sûr les élections on peut toujours contester, ça arrive, on a vu le cas d'Al Gore et du président Bush, ça arrive. Mais la démocratie, quand même, c'est voter en toute liberté et pas de violence, en respectant le vote de chacun. Et je crois que ça donne un exemple quand même. Désormais, si on vote, chacun vote comme il veut, mais on n'a pas besoin de se battre parce qu'on est tous citoyens d'un même pays. Et puis le président élu est le président de tout le monde. Donc ce n'est pas la peine de nous battre quand notre favori n'a pas passé. Donc je crois que c'est une attitude aussi très républicaine qui montre une certaine maturité. Pas de bagarre, pas de violence, pas d'injures. Après les joutes oratoires, etc., tout est dans le calme. C'est le pays qui compte, c'est la victoire du pays. Ça montre une maturité. Et c'est un exemple pour les générations futures. Je crois qu'on a fait on ne se rend pas compte, mais on a fait une étape. On a fait une étape décisive. C'est-à-dire chacun s'exprime librement et on conteste librement et on juge librement. Et on est tous ensemble après pour le pays qui compte. Je crois que c'est un exemple très nouveau. Et désormais, je crois qu'il faut faire les élections générales on n'a pas besoin de se tuer pour cela. Et c'est l'exemple qui était à retenir à mon avis, quoi. Prof, vous qui étiez avec Cheikh Anta Diop, vous avez écrit un ouvrage sur l'État fédéral africain. Et dans cet État, il avait parlé de la place du Congo dans la constitution de l'État fédéral africain. Et dernièrement, quand vous êtes passé à Kinshasa, vous avez encore expliqué ça.
comment voyez-vous la place du Congo actuellement dans le développement de l'Afrique noire? C'est-à-dire, si on regarde rapidement la géopolitique ou la géostratégie internationale, vous vous rendez compte que les États-Unis, avec le président Trump, s'affirment de plus en plus comme une entité politique vraiment autonome. Hein? Donc, American First, c'est ça. Donc, chacun fait pour soi. Bon, les gens qui ne sont pas fort unis, ils sont presque, on le dicte presque. Vous voyez bien, le Venezuela est petit et l'Europe s'unit pour dire que vous devez changer, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Bon. Quand vous êtes petit, on ne vous respecte pas. Il n'y a plus de droit. On n'a aucun droit quand on est petit. Il faut que les Africains le sachent. Quand vous êtes un petit État, pas puissant, économiquement, culturellement, scientifiquement, aucun pays dans le monde ne peut vous respecter. En tout cas, pas l'Occident. Donc, il y a intérêt pour nous, pour vivre, pour être respecté, pour participer à l'humanité. Il faut qu'on soit ensemble, plus fort. L'unité fait la force. Donc, si on est unis, c'est pour l'intérêt de tout le monde, pour notre propre intérêt. On ne sera plus esclave, on ne sera plus dominé. On va participer, on va discuter. Vous voyez les pays, la Chine, ça a à peine 30 ans. Mais ils deviennent dans le monde, ils écoutent, ils refusent, ils acceptent, ils sont indépendants, on les respecte. Bon, ceux qui ont des difficultés à le faire, mais les États-Unis peuvent les menacer. Je ne veux pas qu'on commerce avec l'Iran. Et tout l'Occident se retire parce qu'ils sont faibles devant les États-Unis. Donc la force, l'unité, la force sauve un pays. Donc on ne prêche pas le panafricanisme parce qu'on veut faire le panafricanisme comme ça, comme un rêve. On ne fait pas l'unité africaine pour faire le rêve comme ça parce qu'on veut être africain. Ce n'est pas sentimental, c'est politique, c'est géopolitique. C'est-à-dire si on est fort, vous vivez, on vous respecte, vous respectez les autres, on travaille à l'humanité. Vous êtes faible, l'humanité telle qu'elle est conduite par l'Occident ne respecte pas les faibles, ne respecte pas ceux qui ne sont pas puissants. C'est impossible, c'est dans l'instinct. C'est à ta vie qu'ils ne peuvent pas respecter. Ils ne peuvent pas respecter. Alors donc nous, après les 10 ans d'esclavage, 2 ans de colonisation, 2 siècles de colonisation, 2 siècles d'apartheid, hein, et puis on va faire encore 12 siècles de misère. Il est temps qu'on soit fort et qu'on sauve nos intérêts aujourd'hui et qu'on sauve les intérêts des générations futures. Et l'humanité a besoin de la dignité africaine. L'humanité a besoin que l'Afrique vive mieux. L'humanité a besoin des droits africains. Les premiers droits des humains, ce n'est pas faire des ONG comme ça. Le premier droit, c'est de vivre au moins. De vivre bien, l'eau, l'électricité, la santé, l'école, la circulation, le commerce, l'épanouissement culturel, intellectuel, spirituel. De vivre quand même bien. Ça, c'est le premier droit humain. Hein? C'est ça qui nous manque même. Alors, vous n'avez pas le droit humain, on est dans la misère, dans la pauvreté, et brusquement, la pauvreté va faire l'émergence. C'est impossible, ça. C'est encore une fiction. Donc, vaut mieux être ensemble, résoudre nos problèmes aujourd'hui, d'être fort, d'un État fédéral. Parce que les États tels qu'ils sont là, c'est des États-nations. Bon, le monde montre aujourd'hui que les États-nations ne sont pas tellement viables aujourd'hui. Bon, nous avons donc intérêt rapidement à faire l'État fédéral. C'est dans notre intérêt. Ce n'est pas dans l'intérêt des autres. Je ne vois pas, par exemple, l'Union européenne à Bruxelles parler de la renaissance africaine. C'est impossible qu'ils en parlent. Je ne vois pas l'Union européenne à Bruxelles favoriser le panafricanisme. C'est impossible. Ils ne parleront jamais de l'État fédéral. C'est impossible. Ils n'ont pas intérêt. Ils gardent un silence olympien. Mais ça ne doit pas nous faire peur. C'est leur attitude. Nous avons intérêt à parler de la renaissance africaine, du panafricanisme, de l'État fédéral. Nous sommes des intérêts communs majeurs, même si on a des petits intérêts, d'accord, mais l'intérêt général compte toujours. On ne se rend pas compte aujourd'hui, parce que, bon, etc. Mais d'ici 50 ans, 100 ans, l'Afrique vivra, il y aura des Africains, que vous le vouliez ou non. D'ici 1000 ans, il y aura des Africains. Mais si nous ne nous préparons pas leur voie, ça sera très compliqué. Je vous donne un exemple pour finir. Il y a eu les États-Unis. C'est Benjamin Franklin avec quelques jeunes qui avaient 30 ans. Ce sont les gens de 30 ans qui ont fait les États-Unis que nous admirons aujourd'hui. Ils n'étaient pas âgés. Bon.
ils ont décidé de faire l'État fédéral. Bon, ils ont fait. Bon, Bolivar a fait le même projet pour l'Amérique latine. Nous sommes tous des chrétiens, nous parlons tous espagnol en gros, nous sommes riches, on peut s'unir. Il y a le Congrès de Panama. Et les gens ont refusé pour des intérêts nationaux égoïstes. Mais aujourd'hui, qui respecte l'Amérique latine? Personne. On fait des frontières, on ne veut pas qu'ils viennent. On leur impose des présidents autoproclamés, anticonstitutionnellement. Bon, on fait ce qu'on veut avec eux. Et on ne les respecte pas parce qu'ils n'ont pas une force politique, alors qu'ils sont très riches. Bon, l'Europe n'a pas fait l'unité. Ils ont fait des guerres pendant des siècles, des siècles, des siècles. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Ils disent qu'il ne faut plus faire des guerres, il faut faire l'unité. Leur unité ne vient pas de la politique, elle vient du fait d'éviter les guerres. Donc chacun garde sa nationalité. Ils n'auront jamais un président européen qui donne une seule voix. Donc ils sont divisés. Chacun souverain, mais ils font l'union économique, l'union monétaire, l'union de l'argent, des riches, etc. Mais si bien que quand on leur donne l'ordre, des États-Unis disent que je ne veux pas que vous communiquiez avec l'Iran, ils se retirent tous parce qu'ils sont faibles. Mais la Chine, qui est une grande puissance géographique, démographique et politique, mais il parle de guerre. Il n'y a pas de guerre, c'est chacun qui défend ses intérêts. Les Chinois défendent leurs intérêts, les États-Unis défendent leurs intérêts. Il y a une confrontation, c'est normal, mais il n'y a pas une guerre. Il n'y a pas une guerre. C'est l'Europe qui exagère pour dramatiser. Ce n'est pas une guerre. L'Europe aussi fait les mêmes guerres, et nous alors. Donc ils nous agressent tout le temps, parce qu'ils prennent tous nos mines, ils prennent toutes nos richesses, ils prennent toutes nos forêts, ils prennent tout le bois, ils prennent tout. Donc ils nous font la guerre aussi tous les jours. C'est l'exploitation économique. Parce que nous ne sommes pas vigilants, parce que nous sommes faibles, parce que nous ne défendons pas nos intérêts. Quand nous arriverons à défendre nos mines, nous vendons comme nous voulons, nous fixons les prix nous-mêmes, nous avons nos monnaies, nous avons une puissance, la sécurité africaine est assurée militairement, etc. Les biens africains sont protégés pour les Africains, pour l'humanité. En ce moment, vous verrez que le langage va changer. Mais vous avez déjà vu qu'une Union européenne, par exemple, et c'est les Russes qui leur paient le financement. Ça n'existe pas. Vous avez l'Union européenne à Bruxelles et ce sont les Américains qui paient leur budget. Ça n'existe pas. Mais nous, c'est Bruxelles qui paie nos budgets. Ça, c'est une injure. On devrait refuser. Et on paie nous-mêmes. On est assez riches pour payer les cotisations. Le Nigeria peut payer les cotisations. L'Afrique du Sud peut payer les cotisations. Les RDC peut payer les cotisations. N'importe quel pays africain, si nous voulons, on paie les cotisations. Et ça, c'est l'esclavage encore. On ne peut pas. Les Chinois ont une organisation internationale de l'Asie et ce sont Bruxelles qui va payer ça. Ça n'existe pas. Ça, c'est honnête, c'est pas une injure, c'est pas l'affrontement, c'est simplement la courtoisie. La courtoisie. Donc, alors, si on paye l'Union européenne, l'OUA, on leur donne l'argent pour payer leurs fonctionnaires. Mais pour qu'on ne pas donner l'argent, pour qu'on fasse une meilleure santé en Afrique, une meilleure école en Afrique, des meilleures entreprises, pour qu'on n'ait pas aidé l'Afrique à faire un début d'industrialisation à grande échelle, pour qu'on ne pas faire des voies aériennes, des chemins de fer, des voies aériennes, des voies maritimes, des voies terrestres, pour qu'on puisse circuler librement en Afrique, pour qu'on ne pas aider. Ça, c'est le plus urgent. Ils n'aident pas ça, ils donnent l'argent pour contrôler, parce qu'ils envoient aussi leurs officiels là-bas, pour surveiller les chefs d'État africains, pour rapporter ce qu'ils disent, pour orienter. Parce que leurs fonctionnaires assistent aux réunions de l'OUA, de l'Union africaine. Ils assistent. Ils n'ont pas droit. De quel droit? Ils ne sont pas État africains. De quel droit ils assistent? Ils ne sont pas membres. Mais parce qu'ils donnent l'argent, ils dirigent, ils commandent. Donc c'est pire que l'esclavage. C'est pire que l'esclavage. Il vaut mieux encore être esclave, être dans les bateaux négriers, que de prendre l'argent de Bruxelles à l'OUA. Ça, c'est pire. C'est une injure à Mandela, c'est une injure à Nkrumah, c'est une injure à Lumumba, c'est une injure à tout le leadership panafricain. C'est inacceptable. C'est une injure à Marcus Garvey, c'est une injure à Dubois. On ne peut pas. Il vaut mieux être pauvre dans la liberté que d'être riche dans l'esclavage. Donc, prof, en temps de parler, c'est comme si vous dites nos responsables, nos leaders politiques africains ont une responsabilité parce qu'ils ne veulent pas s'organiser pour créer un rapport de force en face du monde étranger. Mais c'est ça le problème. Parce que de toute façon,
on leur dit ne faites pas cette faute. Parce que si l'Afrique devient unie forte, l'Occident perd de vitesse. Ils le savent très bien. Donc l'Occident aujourd'hui, c'est empêcher tout, faire par tous les moyens que l'Afrique ne s'émancipe pas. Même si vous avez vos chefs d'État africains, même si vous avez vos ministres africains, vos gouvernements, il faut tout faire pour que l'Afrique ne s'émancipe pas, ne soit pas unie. Parce qu'on a intérêt. On va prendre l'uranium au Niger gratuitement, on va prendre le cuivre gratuitement, on va prendre le diamant gratuitement, on va prendre le pétrole gratuitement. Et ça, c'est le coltan gratuitement. Ça, c'est intéressant. Mais s'ils sont indépendants, ils contrôlent leur matière, ils contrôlent leurs ressources, bon, ils imposent des principes. Ben, nous, l'Europe, on est fichu parce qu'on n'a rien là-bas. On n'a rien. Donc, on n'a que la science, la technologie, on n'a rien. Donc, d'ailleurs, le président Houphouët-Boigny disait bien, que celui qui contrôle les richesses africaines contrôle l'humanité. Voilà. Donc on nous empêche de contrôler les richesses africaines. Ils veulent contrôler les richesses, etc. Les Chinois aident. Ils sont aussi contre les Chinois qui n'ont pas l'instinct dominateur. Ils veulent aussi pas que les Chinois nous aident. Ils veulent faire le jeu comme ça, les aides, les banques mondiales, le Fonds monétaire international. Ce sont des institutions néocoloniales qui colonisent, qui dominent, qui méprisent l'Afrique. Je ne vois pas quel pays la Banque mondiale a déjà sauvé, qui était dans la misère, dans l'effondrement, dans la pauvreté. Donc après la colonisation, nous sommes devenus les pays les plus endettés, les plus pauvres du monde. Et on se moque de nous. Tu étais esclave, après tu es devenu colonisé, après tu es le plus endetté de l'humanité. Alors que tu dors sur un coffre-fort d'argent, de l'or. Mais ce n'est pas normal. Parce qu'il n'y a pas de bienveillance. Ça n'existe pas. L'Europe a juste raison de défendre ses intérêts. Tout le monde défend ses intérêts. Il n'y a que nous qui croyons faire plaisir aux autres et ne pas défendre nos intérêts. Il vaut mieux donner son sang pour le salut de l'Afrique que d'être... Parce que même ils ne vous respectent même pas. Ils vous donnent des... Même vous voyez bien, nous envoyons nos leaders à la CPI, non? À la CPI, là. Soi-disant la Cour de justice internationale. Bon. Qu'a dit Trump? Qu'a dit John Bolton? John Bolton a dit c'est illégal. C'est illégal, cette CPI-là. Il dit ça c'est faux, c'est un faux tir, c'est un faux truc, c'est illégal. John Bolton, on ne l'a pas mis en prison, on ne l'a pas accusé, on n'a rien dit. Et dans un truc illégal, vous envoyez les chefs d'État qui ont dirigé l'Afrique, qui ont eu la souveraineté nationale, qui ont une dignité. Mais il faut respecter les chefs d'État africains, quels qu'ils soient. Il faut les respecter. Ils représentent des États, ils représentent des peuples, ils ont une nation. Il faut respecter les chefs d'État, il faut commencer par là. Il faut respecter les chefs d'État. Un chef d'État ne doit pas aller au tribunal de la CPI. Nous avons des tribunaux. Ceux qui sont en prison dans nos prisons, là, ils étaient à la CPI. On les juge nous-mêmes. Pourquoi les États-Unis ne sont pas membres de la CPI? Pourquoi la France n'est pas membre de la CPI? Pourquoi on ne juge pas le président Bush qui a fait des crimes en Irak? Pourquoi on ne les juge pas? Et il n'y a que nous. Et puis nous envoyons. Mais c'est de l'esclavage. Il faut quitter carrément la CPI, qu'ils fassent leurs affaires. Nous, on n'est pas membre de cette affaire-là. Il faut que l'Afrique soit digne, que se respecter soi-même, respecter nos chefs d'État, respecter nos gouvernements, respecter le peuple africain. On doit commencer par la dignité. Même s'il y a des palabres, des désaccords entre nous, c'est entre nous, c'est des points de vue. Mais on ne doit pas livrer l'Afrique comme ça. Ça devient n'importe qui joue avec l'Afrique, n'importe qui fait ce qu'il veut avec l'Afrique. On injurie, on ne respecte pas les gens, on fait ce qu'on veut avec l'Afrique. Il faut arrêter ce jeu-là. Nous sommes ce que nous sommes, avec nos qualités, avec nos défauts, mais nous sommes indépendants, nous sommes souverains. Nous nous battons pour construire l'Afrique avec ce que nous avons à faire, avec la coopération internationale, mais pas de néocolonisation, pas de néodomination, pas de mépris, pas de dignité. Or, les médias occidentaux, mais ils n'ont que l'injure tous les jours contre l'Afrique, c'est les maux, c'est les guerres, c'est ceci. Il n'y a rien de bon. Quand vous faites un bon pont, on n'en parle pas en Occident. Vous avez une belle route, on ne parle pas. Vous avez fait un barrage pour donner l'électricité, l'Occident n'en parle pas. Vous faites la recherche pour trouver les médicaments, vos médecins qui se dévouent, on n'en parle pas. Mais s'il y a quelque part 2-3 chefs de tribus qui se battent, alors ça devient la nouvelle mondiale, planétaire. Et on amplifie.
hein, etc. Mais quand vous faites un pont, des choses comme ça, ce qui est très bien pour les populations, on n'en parle pas. Vous faites un hôpital, on n'en parle pas. Et voilà, les médias occidentaux sont en quête, hein, de nos faiblesses. Ils exagèrent. Il n'y a que ça. Si vous voyez les médias, les RFI ou des choses comme ça, France 24, il n'y a que le mépris à longueur de journée. Il n'y a jamais de positivité. On n'a jamais parlé de Kwame Nkrumah. On n'a jamais parlé de Marcus Garvey. On n'a jamais parlé de Jomo Kenyatta. On n'a jamais parlé de Nyerere. On n'a jamais parlé de Kenneth Kaunda. On n'a jamais parlé de Mandela. On n'a jamais parlé de Nyobe. On n'a jamais parlé de Félix Moumié. On n'a jamais parlé de Barthélemy Boganda. Jamais. Ça, c'est nos héros. Ils ont donné leur sang. Ils n'ont jamais parlé de Sankara. Ils ont donné, même de Sékou Touré. Ils ont donné leur sang pour le salut africain, pour la liberté africaine. C'est ça nos exemples. Ils ne parlent pas de ça. Ils ne parlent pas de Lumumba. Ils ne parlent pas de ça. Voilà. Donc, nous, comme s'il y avait l'inconscience, comme si on n'existait pas, comme si on n'a pas d'histoire. Ils ne parlent même pas de notre histoire. Hein? Dernièrement, leurs savants ou africanistes disent que l'Égypte n'est pas l'Afrique mère ou l'Afrique ceci. Bon, d'abord, c'est des ignorants. Hein? Nous sommes capables de faire l'histoire africaine nous-mêmes. On ne peut plus lire leurs livres. Il ne faut pas enseigner leurs livres. Ils n'ont qu'à écrire leur histoire. La France n'attend pas que les Anglais écrivent l'histoire de la France pour expliquer l'histoire de la France aux petits Français. Les Allemands n'attendent pas que les Italiens écrivent l'histoire de l'Allemagne pour l'enseigner. Les Chinois n'attendent pas que les Coréens écrivent l'histoire de la Chine pour l'expliquer aux petits Chinois. Nous n'attendons rien de l'Europe pour écrire l'histoire de l'Afrique. Il y a des historiens africains, il y a des sociologues de l'Afrique, des politologues. Nous pouvons écrire notre histoire, hein, nous pouvons expliquer notre histoire. Bon, ils peuvent écrire, mais nous n'en tenons pas compte. Nous, on peut écrire aussi. Si j'écris sur l'histoire de Louis XIV, les Français n'en tiennent pas compte. Bon, ils respectent, mais ils disent, bon, on n'a pas besoin de ça. Ils écrivent eux-mêmes l'histoire de Louis XIV. Si j'écris sur la Révolution française, qui va lire ça en France? Ils font eux-mêmes leur histoire. La même chose, nous, ils peuvent écrire sur l'Afrique, nous ne les défendons pas. Mais nous ne lisons plus. Il ne faut plus qu'un seul livre écrit par un occidental soit même vendu en Afrique. Il faut interdire. C'est fini ces choses-là. Parce qu'il ne peut pas écrire avec sympathie. Il ne peut pas écrire avec bienveillance. Il circule toujours des idées de venin pour détruire la conscience africaine, détruire l'âme africaine, détruire complètement l'Afrique. Ça, c'est extraordinaire. Donc, c'est à ta vie qu'ils réfléchissent même plus. C'est dans leur tréfonds, même au plus profond que la conscience. Ils veulent détruire. Nous sommes africains, nous sommes ce que nous sommes, avec nos qualités, avec nos défauts, mais nous voulons le salut de l'Afrique. Nous voulons l'Afrique. Nous respectons nos dirigeants, nous respectons nos gouvernements. Nous ne voulons pas qu'on les touche. Nous, si nous avons des débats, c'est des débats internes. Ce sont des débats qui concernent l'Afrique. La critique n'est pas défendue. Il y a le débat, il y a le désaccord, c'est accepté. Et il y a le débat pour le progrès. Parce qu'on ne débat pas pour débattre, on débat pour faire avancer les choses. C'est ça. Donc il faut que l'élite intellectuelle africaine soit aussi pas peureuse. On copie les universités, on copie ce qu'ils font, on veut être béni par eux, c'est fini ces choses-là. Il faut qu'on soit autonome, indépendant, défendre ses intérêts. Et c'est ça que l'humanité attend de nous. L'humanité n'attend pas de nous que nous soyons encore esclaves, ou colonisés, ou endettés. Ce n'est pas un sort, ça. Ce n'est pas notre destin d'être endettés. L'humanité attend de nous que nous soyons des hommes, des femmes libres, capables de porter quelque chose de positif au progrès de l'humanité. Voilà, c'est ça le vrai débat. Oui, prof, parce qu'on voit maintenant qu'il y a beaucoup de pays de grande puissance qui commencent à installer sur les continents africains leurs bases. Est-ce qu'il n'y a pas risque que l'Afrique soit encore colonisée? Mais c'est ça que je dis, c'est la faiblesse du leadership africain. Le leadership. Kwame Nkrumah n'aurait jamais accepté. Parce que c'est ça le problème. Aujourd'hui, on écrit sur quoi? Vous voyez les livres de Kwame Nkrumah. Africa must unite. L'Afrique doit s'unir. C'était comme ça. Kwame Nkrumah a été en prison. Il n'aurait jamais accepté ça. Jomo Kenyatta était en prison. Il n'aurait jamais accepté ça. Kenneth Kaunda était en prison. Il n'aurait jamais accepté. Kaunda aussi. Non, Mandela aussi. Il n'aurait jamais accepté ça. Il n'aurait jamais accepté. Bon, on a un leadership, il faut le reconnaître, qui est assez flottant aujourd'hui, assez faible leadership, qui ne croit pas totalement à l'Afrique.
qui ne veut pas donner son sang pour l'Afrique. Bon, mais je crois que l'Afrique ne s'arrête pas là. Il y a la mort naturelle. Il faut parler aussi pour les jeunes générations qui viendront. Il faut qu'il y ait un leadership fort, un leadership pro-africain, un leadership. Ça, l'humanité en a besoin. Ça sera positif, mais pour lui-même. Travailler pour l'Afrique si tu es africain, mais si tu es européen, tu travailles pour l'Europe. Mais l'Europe te reconnaît ça. Si tu es américain, tu travailles comme le président Trump pour l'Amérique. Mais l'Amérique, là, c'est leur problème. Hein? Donc, mais nous avons même peur de travailler pour l'Afrique, de donner notre dévouement pour l'Afrique. Si bien qu'il y a la corruption, c'est-à-dire les intérêts individuels, personnels, l'argent. Kwame Nkrumah n'a jamais pris un seul rond du pays, même pas les gens comme le Félix Houphouët-Boigny. Sékou Touré n'a jamais pris un seul franc pour l'État guinéen. Ils étaient pauvres. Marien Ngouabi n'a jamais pris même 1000 francs. Jamais. Des choses comme ça. C'est ça. Le Mumba n'a jamais pris même un centime. C'était ça. Aujourd'hui, c'est la corruption. Corruption, c'est-à-dire les intérêts privés personnels. On est milliardaire dans une zone de misère. Et puis l'argent vient d'où? Ce n'est pas du travail. Il vient des petits contrats, des petits marchés, des choses comme 10%, des choses comme ça. Ce n'est même pas l'argent de votre famille, de la bourgeoisie. C'est même pas ça. C'est normalement même... c'est ça les problèmes. Il y a beaucoup de choses à faire. Les Européens savent que si l'Afrique s'émancipe, donc il faut corrompre. Comme le disait un président africain, si nous sommes corrompus, c'est qu'il y a des corrupteurs. C'est l'Occident qui corrompt, qui montre aux Africains comment il faut faire. Parce qu'ils sont tous là, les Libanais, les Grecs, les Dubaï. Ils savent comment ils sont vers la corruption. Donc ils enseignent aux Africains, aux enfants des présidents. Ils leur montrent comment faire la corruption, comment ne pas payer les douanes, comment ne pas payer les taxes, comment ne pas faire ceci, faire des petites entreprises bidons comme ça là. Et ils nous apprennent ça. Et comme on n'est pas fort, comme on n'est pas patriote, bon, on se laisse faire. On se laisse faire. Moi, je crois qu'il faut changer de mentalité. La génération qui va venir, etc. Il n'y a pas de honte à servir l'Afrique pour un Africain. Il n'y a pas de honte. Est-ce que tu es au football dans une équipe nationale de l'RDC ou de n'importe quel pays? Est-ce que tu as honte de jouer dans cette équipe nationale? Tu joues, tu cherches à gagner, tu cherches à marquer les buts. Hein, quand les Drogba jouent en Côte d'Ivoire, et quand les Mila jouent au Cameroun, leur intérêt, c'est que l'équipe du Cameroun gagne, non? Donc, si vous êtes gouverneur ou chef d'État ou ceci Afrique, mais vous avez intérêt à gagner. Vous avez intérêt à ce que vous gagnez. C'est ça la réussite. C'est ça le pouvoir. Vous avez intérêt. Même si les autres ne vous aiment pas, même si l'extérieur vous méprise, vous vous en foutez. Même si vous applaudissez pas. Mais votre nation vous applaudit. Les Milas sont applaudis par les Camerounais. C'est ça ce qui compte. Même si ailleurs, ils ne sont pas applaudis parce qu'on les a battus. Ça, c'est leur affaire. Donc, il n'y a pas de honte pour un homme politique de servir le pays. Il n'y a pas de honte à cela. Parce que c'est ça le devoir. Il n'y a pas de honte à jouer dans l'équipe nationale. Si je suis footballeur, hein, comme les Mira Rouget, je joue dans l'équipe du Cameroun. Je n'ai pas honte à jouer, à gagner, à marquer des buts. Les Neymar n'ont pas honte à jouer, ou les Mbappé n'a pas honte de jouer que son équipe gagne. Alors pourquoi nous avons peur de jouer dans les équipes africaines et d'avoir honte que l'Afrique puisse gagner? On a honte. Je joue dans l'équipe africaine et j'ai honte que l'Afrique puisse gagner le match. Mais autant ne pas jouer. Si je joue, c'est pour qu'on gagne. Comment l'Afrique peut gagner, surtout quand on sait que l'enseignement, l'université, l'éducation est malade? Oui, mais il faut voir... Bon, il faut voir, on a fait beaucoup d'états généraux, soi-disant, les états généraux de l'enseignement. Mais ces états généraux ont une faiblesse. C'est que, bon, parlons un peu rapidement. Ce qu'on appelle université, ce n'est pas une chose étrangère en Afrique. Nous avons eu avant l'université actuelle, nous avons eu 3 formes d'université. Il y a une université autonome, autochtone, avec tradition écrite. Et ça, c'est l'université de l'Égypte pharaonique. Tu ne peux pas bâtir une civilisation comme l'Égypte sans université. Faire des momifications, faire des pyramides, faire des trucs, l'organisation politique, l'armée, sans université, sans enseignement. Faire la médecine, Vous pouvez momifier aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux voir
qui existait au temps de Moïse en Égypte. Il faut quand même des techniques scientifiques très poussées. Bon, donc il y avait des universités. Et Moïse lisait les Actes des Apôtres au chapitre 7, versets 22-23. Je répète bien, Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 22-23. On dit que Moïse a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, d'où sa puissance en parole et en œuvre. Ce qui signifie qu'il était éduqué. Le mot grec dit bien païdoté, il était éduqué, était instruit à la cour de Pharaon. On l'a enseigné à l'université. Thalès a été là-bas, Pythagore a été là-bas. Ça c'est connu, et les Grecs eux-mêmes le disent, même si nous ne le savons pas. Bon, ensuite, il y a l'université de Tombouctou. Elle est de tradition islamique, donc étrangère, mais de tradition orale. Ils ont fait surtout, Ahmed Baba est connu comme savant. Bon, il y a eu l'université, les Dogons, ils faisaient l'astronomie. Ils ont connu Sirius B, et ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Ils arrivaient à le percevoir. Même les gars de la NASA, comme Carl Sagan, à l'époque, un astronome mort, mais il a reconnu ça, qu'ils avaient une grande connaissance de Sirius B, de compagnons de Sirius qu'on ne voit pas à l'œil nu. Les Dogons avaient cette connaissance-là. Bon. Après ces trois formes d'université, donc tradition orale hiéroglyphe, tradition orale arabe, tradition orale, comme dans nos sociétés-là, etc. Après, il y a eu la colonisation, le modèle maintenant, le modèle moderne, qui est soi-disant anglo-saxon, Cambridge, Oxford, ou la Sorbonne, ou le modèle ibérique, Lisbonne ou Madrid. Bon, voilà les universités modernes. Alors, nous avons copié tel quel. Or, l'université moderne, elle est en vase clos en Occident. Elle n'est pas avec la société. Elle fabrique des médecins, des professeurs, des hommes d'État, des juges, des magistrats, des pasteurs, des choses comme ça, des architectes. Ce qu'on appelle les professions libérales. C'est tout ce qu'ils fabriquent. Donc, ils renouvellent le capital. C'est l'État capitaliste. Donc, c'est ça l'autoproduction. On reproduit l'élite pour faire la médecine, des cabinets médicaux, pour enseigner, pour faire l'architecture, pour le juge aller à la cour, faire des hommes politiques, des énarques. C'est ça qu'ils appellent la méritocratie. Voilà, c'est ça qu'ils font. Mais est-ce que l'université africaine va faire ça? Il faut que cette université africaine soit intégrée davantage au peuple pour relever le niveau culturel, intellectuel du peuple. Nous ne faisons pas de conférences publiques universitaires avec débat. Nous n'avons pas d'ouvrage de vulgarisation, de revue de vulgarisation, pas de films documentaires, pas d'exposition culturelle et scientifique. Mais c'est une université qui vit sur sa colline en vase clos. Hein? Et même le pays ne connaît pas qu'il y a une université. On ne sait pas. Ça, on copie même mal l'université. Il faut que ça soit une université qui apprenne à réfléchir et non à par cœur, à la réflexion personnelle. Donc, parce qu'il faut faire des cadres qui peuvent inventer, des cadres qui peuvent diriger, des cadres de direction. Il faut apprendre à réfléchir aux gens. Deuxièmement, il faut apprendre aux gens à parler et à écrire. Qu'ils écrivent en lingala, ou en français ou en anglais, peu importe la langue. Mais il faut qu'ils écrivent. Or, aujourd'hui, ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas parler, même quand ils sont universitaires. Et le français gauche, la prononciation est lamentable, mais quelle est cette formation-là universitaire? On prononce le président de la République, alors qu'il y a un accent, c'est la res publica, donc la République. La prononciation est ridicule. On dit terrain, quand je vais acheter un terrain, mais on ne dit pas terrain, il y a deux R. On dit terrain, on ne dit pas enterrement. Donc le niveau est tellement bas, tellement ridicule, c'est lamentable. Mais l'université regarde ça, ne dit rien, ne lève pas le niveau des consciences, le niveau culturel, il n'y a pas de troupe théâtrale, il n'y a rien. Donc il faut que l'université s'implique dans le peuple. L'université casse les cloisons, soit l'université du peuple, soit en cloison avec le peuple, aide la communauté à connaître les maladies modernes, à connaître la science moderne, à connaître la technologie moderne, à connaître même le numérique, même passablement, à s'ouvrir au monde moderne. On ne peut pas aussi se développer en étant dans l'ignorance totale. Hein? Les gens sont intelligents. C'est ça d'abord. L'Afrique
à l'intelligence comme tout le monde. Nous sommes intelligents comme tout le monde. Donc, nous pouvons expliquer aux gens, même dans nos langues, etc., expliquer, etc. Mais les missionnaires sont venus. Ils ne sont pas restés dans les villes avec leurs évêques. Ils ont fait dans les moindres villages, ils ont fait les églises. C'est comme ça qu'ils ont répandu la chrétienté. Sinon, ils se resteraient en ville, dans leurs évêchés, en train de parler aux gens. Non, ils ont écrit dans nos langues, ils ont traduit la Bible dans nos langues, ils sont en fait dans les villages, ils ont vécu avec les villageois, ils ont répandu ainsi la foi chrétienne, etc. La même chose, si nous voulons répandre la modernité, nous voulons être émergents, mais il faut répandre l'émergence en question. Il faut que les gens soient éveillés parce qu'il vaut mieux s'organiser, il vaut mieux savoir comment loger. Ce n'est pas là où il y a les éboulements. Hein, je ne connais pas le terrain, il n'y a pas de topographie, je prends mon terrain. Et quand la pluie arrive, il y a les éboulements, je dis aux autorités qu'ils viennent nous aider. Mais quand vous avez pris ça, vous avez demandé aux autorités? Non. Donc il y a l'ignorance. Il faut lutter contre l'obscurantisme, contre l'ignorance. C'est ça le devoir de l'université, pas un vase clos. Il faut que l'université soit dans le peuple pour éveiller les consciences, pour que les cadres parlent bien, s'expriment bien par écrit et par parole, par oral, et qu'ils expliquent au peuple, parce qu'ils connaissent, qu'ils expliquent aux autres qui ne connaissent pas les choses, comment se comporte le monde aujourd'hui, qu'est-ce que l'espace, qu'est-ce que telle maladie, quel produit médical, qu'est-ce que le corps humain, qu'est-ce que la vie sociale, qu'est-ce que l'économie, qu'est-ce que le droit, quels sont nos droits à nous, qu'est-ce que l'hygiène, qu'est-ce que la propreté. Il faut expliquer ces choses-là, qu'est-ce que la famille, les enfants, l'éducation des enfants. Ça commence par la famille, s'il n'y a pas de famille. S'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas d'éducation. Or, les gens ne veulent plus la discipline. Alors, comment voulez-vous être sans rigueur, sans discipline? La nature humaine fait ce qu'elle veut. Nous ne voulons pas être disciplinés, c'est dans notre nature. On veut la liberté, on veut la paresse. Mais l'école, c'est la discipline. Donc, il faut que les gens acceptent la discipline dans leur bien, parce que les résultats se feront sentir. Il y a tout ça. Et puis, on triche le brevet, on triche même le certificat d'études. À quoi ça sert? On triche le brevet. On corrompt les examinateurs au bac. On donne, quand vous donnez votre cahier à l'oral, vous donnez aussi quelques pièces de billets pour tricher. Mais vous trichez le baccalauréat. Là. Mais quelle est la valeur de vos diplômes? Il n'y a pas de valeur. Hein? Donc c'est des diplômes vides de contenu, puisqu'ils étaient trichés. Ils étaient trichés. Et on regarde faire, l'administration scolaire regarde faire, la pédagogie regarde faire, les matières sont vendues, la correction est achetée d'avance. Donc, mais si vous corrompez, vos diplômes sont corrompus. Mais quel est le résultat du pays? Que gagne le pays? Même que gagne l'individu et que gagne le professionnel? Je suis professeur, bien formé, c'est mon métier, et j'accepte la tricherie. Quelle est ma conscience professionnelle? Hein? Et quel bien je rends à moi-même en tant qu'éducateur? Et quel bien je rends à l'étudiant qui vient me voir en tant que je suis éducateur? Et lui, je lui donne un diplôme triché. Quel service il va rendre à son pays? Alors que ses parents paient l'argent et le pays a payé les bourses, le pays a donné l'argent, a payé les moniteurs. Voyez-vous, donc on est dans un désordre presque absolu. Il faut rompre avec tout ça, il faut bien faire les choses, nous sommes capables de faire, nous sommes merveilleux. Quand nous voulons jouer au football, nous sommes les meilleurs. Quand nous voulons faire la boxe au plan international, ce sont les Noirs qui sont champions. Quand nous voulons courir le marathon, ce sont les Noirs qui sont champions. Quand nous voulons faire le football, l'équipe de France, ce sont les Noirs qui gagnent. Les matchs, les Coupes du Monde, ce sont les Noirs, ou les Noirs brésiliens, ou les Noirs qui sont à Paris, c'est eux qui gagnent, ce n'est pas autre chose. La boxe, la même chose. Les Bolton, c'est des Noirs jamaïcains qui gagnent les 1000 mètres ou les 100 mètres. C'est la boxe, c'est tout ça. Si Tyson ne fait plus la boxe, Holyfield ne fait plus la boxe, vous n'avez plus de champions. C'est quand ils font la boxe, les Cassius Clay, c'est là que vous avez les champions. S'ils ne font pas la boxe, c'est terre. Si Michael ne joue pas au basketball, il n'y a plus de champions, c'est des amateurs. Il n'y en a plus. Les champions hors classe, c'est les Jordan. C'est toujours des Noirs. Dans le monde entier, la musique, c'est Armstrong. Personne ne peut jouer comme Miles Davis. Le jazz, personne ne peut jouer comme Coltrane ou Miles Davis, personne. Les autres imitent. Hein? Les Européens imitent. Et quand on imite, on ne fait pas excellent. Donc, les Noirs ont une excellence. On est excellent dans
dans leur génie. Chaque peuple a son excellence. C'est ça qu'on appelle la contribution à l'humanité. C'est ça, c'est pas pour se glorifier ou pour faire ceci. Nous sommes excellents, il faut le reconnaître. L'excellence, c'est pour porter au monde, c'est pas pour être dans sa hutte et en train de faire le fétiche. Non, c'est pour s'ouvrir à l'humanité, c'est pour enrichir l'humanité. L'Égypte a fait des pyramides. Tout le monde va visiter les pyramides, non? Il a fait les momies. Tout le monde va vers les momies, non? Alors, où est le mal? Nous faisons pour l'humanité. L'Afrique n'a jamais colonisé quelqu'un. L'Afrique n'a jamais dominé quelqu'un. Nous faisons toujours pour l'humanité. Même s'il y a des guerres entre nous, ça ne dure jamais. Nous n'avons fait jamais des guerres d'un siècle. Là-bas, il y a des guerres de 100 ans en Europe. Pendant 100 ans, ils se battent entre eux. Et vous leur demandez de faire l'Union européenne, ils n'arrivent pas. Il y a des rancœurs. Ils ont fait des guerres de 100 ans. Pendant des siècles, ils ne faisaient que la guerre entre eux, surtout Louis XIV. Des guerres, des guerres, des guerres, des guerres. Jusqu'à Hitler. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, ils se sont cassés la gueule, les Américains sont partis les sauver, etc. Le débarquement de Normandie, etc. Même De Gaulle s'était réfugié, était à Brazzaville, ici, à 2 km d'ici. De Gaulle était ici, ils avaient fui la France, il est parti en Angleterre, il est parti à Alger, puis il est venu se réfugier ici à Brazzaville. Et on l'a bien accueilli, c'était un citoyen de Brazzaville, il n'y a pas de problème, il a vécu ici, il a construit sa maison, il a vécu au bord du fleuve Congo, personne ne l'a jamais chassé, il a fait, et Brazzaville est devenue la capitale de la France libre. Est-ce que les Français d'aujourd'hui, là, ils savent que Brazzaville était la capitale de la France libre? Nous étions la capitale de la France, nous, le Congo, la capitale de la France libre. C'était ça. Est-ce qu'ils savent ça dans leur conscience, dans leur histoire? De quoi ils s'occupent de notre histoire? On a donné notre sang à Verdun, on a donné le sang noir. Et ils méprisent tirailleurs sénégalais. C'est-à-dire qu'ils tirent ailleurs, quoi. Tirailleurs sénégalais. Il a toujours le mépris. C'est des tirailleurs sénégalais. Leurs enfants n'ont pas de droit. Leurs enfants n'ont pas de droit. Ils n'ont pas la citoyenneté. Ils ont donné leur sang pour libérer la France. Sinon, la France serait une colonie allemande aujourd'hui. Ça serait Hitler était là. Ils avaient fui. De Gaulle a fui même. Vichy avait trahi Pétain. Il n'y avait rien. Ils avaient fui. Ils avaient fui. Enfin, comment maintenant, pour répondre à notre entretien, comment voyez-vous l'Afrique? Parce qu'il y a des gens qui disent que le 20e siècle, cela sera un siècle africain. Est-ce qu'un siècle africain, avec des Africains ou des Africains? Non, mais si c'est l'Afrique d'abord, le siècle des Africains, c'est les Africains qui le disent, c'est avec les Africains. Bon, un siècle, c'est quand même 100 ans. Bon, nous avons déjà bientôt 20 ans, déjà. Mais, ou bien c'est une promesse purement imaginaire pour faire bien, pour dire que, comme on ne peut pas résoudre les problèmes actuels, projetons-nous, rêvons l'émergence, le 21e siècle de l'Afrique, des choses comme ça. Ça peut aussi être maladroit, comme une fuite en avant. Ça peut être aussi que nous avons trop souffert et nous sommes capables, avec les Africains qu'il y a, d'essayer de dessiner un autre avenir pour l'Afrique. On peut le faire. Les Européens peuvent nous aider, l'Occident peut nous aider, l'Asie, les Chinois peuvent nous aider. Donc nous-mêmes, nous pouvons faire l'effort. On peut le faire. Mais l'Afrique, ce qui caractérise l'Afrique, c'est la peur. Quand tu es colonisé, on te dit, vous êtes libre, allez dans la cour. Il fait 1 mètre, il revient voir le maître. Il dit, je ne peux pas courir. Je ne peux pas être libre, je ne peux pas aller au marché. Je préfère nettoyer le véranda, être esclave. Donc aujourd'hui, l'Afrique a peur de maîtriser ses mines de cuivre, de diamants, de coltan. Il a peur de maîtriser ça. Il a peur de maîtriser. Il a peur de maîtriser le fleuve Congo. Il a peur de maîtriser la forêt. Parce qu'il faut former beaucoup d'ingénieurs pour la géologie, beaucoup d'ingénieurs des mines. Il faut former des millions d'ingénieurs, des millions de gens qui font la forêt, des millions de géographes pour la climatologie. Il faut former beaucoup de gens pour qu'on maîtrise ces choses-là. Hein? Bon, on ne forme pas assez d'ingénieurs, assez de techniciens supérieurs pour maîtriser nos mines dans le pétrole, dans le diamant, dans les choses. Alors on prend parfois des étrangers qui viennent, ils cassent l'écologie, ils détruisent les forêts, ils détruisent les rivières, ça devient invivable pour chercher le cuivre ou l'or. Ça devient invivable. Donc on détruit, alors que nous sommes pour l'écologie, le climat, on signe les COP de Paris et parallèlement on détruit aussi l'environnement. Les gens sont désemparés, c'est nauséabond.
et ça détruit, ça détruit. C'est pas normal ça, c'est pas normal. Mais les gens qui ont les contrats, mais comme envoyez au moins les ingénieurs, les géologues, les miniers congolais qui le regardent un peu, qu'est-ce qui se passe. Donc il faut former des gens comme ça. Là. On n'en a pas. Si l'Afrique, nous pouvons faire, ça dépend de nous. Hein. Si tu veux faire gagner l'équipe, tu prends tes meilleurs joueurs, tu les internes, tu les nourris, tu les soignes, les médecins, tu leur fais des cours, tu leur montres des vidéos, tu les fais des entraînements et tu les mobilises mentalement, ils peuvent gagner. Mais si on ne fait rien pour l'école est très bas. Il faut le premier ministère dans tous nos gouvernements africains, avoir plus d'argent, ça doit être au moins le ministère de la Défense pour assurer la sécurité quand même du continent africain. Et le deuxième, avoir beaucoup d'argent, c'est le ministère de l'Éducation nationale, de la maternelle au primaire, au secondaire, au supérieur, avec plus d'argent que tous les autres ministères. Parce que là, la clé du futur. Il faut former beaucoup de médecins, des millions, beaucoup d'ingénieurs, des millions d'ingénieurs, de géologues, beaucoup de pharmaciens, des millions. Il faut former beaucoup de gens comme ça. Des cadres, des informaticiens, des médecins, des architectes, des professeurs, des infirmiers. Il faut former beaucoup, etc. Or, la majorité que nous avons, c'est des juristes. Tout le monde veut faire droit, tout le monde veut faire économie, mais vous allez gérer quelle économie d'abord? Rien du tout. Hein? Ok, en tout cas, prof, merci beaucoup. Je pense que les gens vont comprendre et retenir certaines leçons. Vous avez passé beaucoup de temps à travers sur l'Afrique. C'est un message très clair. J'espère que ceux qui vont suivre seront contents de ce de prof. Ils doivent retenir que l'Afrique dépend de nous-mêmes, de nos étrangers. Parce que généralement, les gens pensent que les autres nous aiment. Non, on aime nos matières premières, on aime nos richesses, on ne nous aime même pas. Donc, c'est à nous de prendre nos responsabilités et de prendre notre destin. Amen. Amen. Une fois de plus, merci et bonsoir, mesdames et messieurs.